Salut tout le monde! Salut tout le monde! Merde! Il a dit quoi? Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler d'un pays fantastique et merveilleux, le Maroc. Le Maroc, le Maroc. Un pays que vous connaissez peut-être, mais est-ce que vous le connaissez vraiment? Oui. Le Maroc est un pays d'Afrique du Nord, tout à l'ouest du Nord, au bord de la mer Méditerranée et de l'océan Atlantique, qui abrite en son sein 38 millions de personnes. Mais le Maroc, c'est aussi une monarchie constitutionnelle dont la capitale est Rabat, même si la plus grande ville c'est Casablanca et que là où tout le monde veut aller c'est Marrakech. La partie géographie va être très marrante. Au Maroc, on parle l'arabe, le français, le berbère et aussi l'amazigh, qui est à peu près ce qu'on a de plus proche de ce que peut être un alphabet extraterrestre. Le mot Maroc, quant à lui, vient de la ville de Marrakech, mais en arabe, le pays se dit Al-Maghrib, qui signifie le couchant. Et les Turcs appellent le pays Fas parce que c'était l'ancienne capitale et qu'ils veulent pas faire comme tout le monde. Je suis pas n'importe qui, oh là là. Le drapeau marocain est un fond rouge qui est la couleur représentant le peuple des Alaouites, gentils Alaouites, et une étoile verte qui représente le sceau de Salomon, ajouté en 1915 sous la décision du sultan Moulay Youssef. Il n'y a que deux drapeaux qui ont ce symbole, le Maroc et Israël. Mais comme le Maroc n'est pas reconnu coupable de génocide par la Cour pénale internationale, aujourd'hui on va rester sur le Maroc. D'ailleurs, le saviez-vous, mais le Maroc fait partie de ces pays qui revendiquent un territoire pourtant reconnu par certains pays. Du coup, pour la France, les États-Unis ou le Royaume-Uni, le Maroc c'est ça. Mais pour plein d'autres pays comme la Corée du Nord, Dominique ou encore Sao Tomé et Principe, et bah le Maroc c'est seulement ça. Et je peux vous dire que quand on a Sao Tomé et Principe dans son équipe, ça calme pas mal. D'ailleurs, peut-être un jour une vidéo sur Sao Tomé et Principe, peut-être, on ne sait pas, jamais. Vous vous souvenez du traité d'Alhambra à Grenade, obliger les musulmans espagnols à se convertir au catholicisme, tout ça? Et bah, les musulmans qui voulaient pas se convertir, ils sont allés où? Et bah au Maroc, pardi! Un exode d'Espagnols musulmans est donc lancé vers le Maroc, et ça tombe très bien! Ils arrivent pile au bon moment pour se prendre l'Empire Ottoman dans la gueule. Oh bah ça tombe bien alors. En fait, dans les années 1500, l'Empire Ottoman contrôle l'entièreté du Maghreb, sauf le Maroc, qui est encore sous le règne des Saadiens, avec Muhammad al-Mahdi al-Qaim bi Amr Allah. Il va avoir une carte d'identité de malade, le gars. C'est d'ailleurs les Espagnols qui vont éviter la conquête ottomane du Maroc, étant donné qu'ils n'avaient pas envie d'avoir cet empire comme voisin direct et de risquer de se faire envahir par eux après. L'Empire Ottoman va quand même plusieurs fois tenter d'envahir le Maroc jusqu'aux années 1600, où il laisse complètement tomber sa tentative d'invasion. C'est aussi une très bonne chose parce que l'ennemi ottoman étant neutralisé, le Maroc va pouvoir mettre en avant à quel point il est trop BG. Dans les années 1600, tout le monde bave sur le Maroc, genre c'est un pays extra, et même en Europe, les grands hommes de culture comme Shakespeare ou Montaigne dédient des écrits à ce pays, dont la culture fascine à travers le monde. La dynastie marocaine parle même avec plusieurs rois et reines européens et est très intéressée par les avancées technologiques et la découverte du Nouveau Monde. Le Maroc a même proposé à l'Angleterre une flotte conjointe contre les colonies espagnoles en Amérique. Oui, là, l'alliance avec l'Espagne, ça comptait plus, le Maroc, on n'avait plus rien à faire. Bref, tout va bien pour le Maroc. Et vous savez ce qui se passe quand tout va bien? Coup d'état contre la dynastie des Saadiens, renversée par les Alaouites, gentils Alaouites, qui gouvernent encore aujourd'hui. Cette nouvelle dynastie va mettre en place un pouvoir plus autoritaire envers les personnes qui désapprouvent sa politique, parce qu'avant c'était un poil trop sympa. Le nouveau sultan Moulay Ismail va créer une armée de 150 000 hommes, avec surtout des esclaves d'Afrique noire pour mettre à genoux les opposants au régime, et aussi les représentants des puissances étrangères qui ont un point d'appui sur le territoire, mais aussi contre ses propres fils qui tentent de créer des territoires indépendants. Voilà, donc quand toi tu te plains de tes repas de famille, dis-toi qu'au moins ton père il a pas envoyé l'armée chez toi. Bref, le Maroc est déboussolé jusqu'à l'arrivée de Mohamed III qui permet de retrouver l'unité du pays. C'est aussi lui qui va lancer une nouvelle stratégie pour le Maroc, l'ouverture au monde. Le Maroc va alors commencer à signer des traités commerciaux avec les grandes puissances européennes et se positionner sur la scène internationale, en étant par exemple le premier pays à reconnaître l'indépendance des États-Unis d'Amérique et à même établir une union de paix et d'amitié avec les USA. Mohamed III va ensuite laisser sa place à Moulay Slimane qui lui... déteste tout le monde. Comme il n'aime personne, il ferme les douanes, met fin au commerce international, attise la colère des Européens, et la stratégie va pas s'avérer très payante. Parce que s'il n'y a plus de commerce avec un pays, les Européens estiment que c'est bon, on peut l'envahir, et surtout si c'est un pays africain. Et comme le Maroc est en proie à des crises sociales importantes à cause des réformes populaires, les colonisateurs d'Europe ont envie de pouvoir en profiter. Sauf que tout ça, ça met du temps. Le Maroc c'est quand même un gros morceau et ça crée des rivalités entre les pays européens. Il faut que les puissances européennes se mettent d'accord, qui c'est qui va voir le Maroc? Parce que bon... on veut bien coloniser l'Afrique, mais on n'est pas des bêtes, quoi, on va quand même parler entre nous. L'Allemagne, par exemple, est bien partie pour coloniser le pays, de même que l'Espagne, encore eux, mais c'est la France qui arrive à prendre le contrôle du pays grâce à un système de protectorat.
Il est mis en place en 1912 mais rendu effectif des années plus tard car les Marocains refusent de se soumettre aux puissances coloniales françaises au nord, et même espagnoles au sud, comme par exemple la guerre du Rif qui a duré 5 ans. Mais malgré une prise de pouvoir européenne, le Maroc profite encore du rayonnement international. C'est d'ailleurs le Maroc qui va accueillir une conférence alliée pour décider de quelle stratégie adopter face aux nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Nazis qui d'ailleurs n'étaient pas très sympas. Et ouais. C'est finalement en 1956 que le Maroc obtient son indépendance de la France après une guerre et des conflits civils très meurtriers, comme les émeutes de Casablanca en 1952 qui ont causé 300 morts civiles. Sauf que maintenant qu'on est indépendant, il faut montrer qu'on en a encore sous le capot, hein, on est le Maroc quand même. Et pour montrer qu'il en a encore sous le capot, le Maroc va faire la guerre à l'Algérie pour contrôler un territoire. En 1965, il y aura des émeutes à Casablanca. Plus tard, le chef de l'opposition est enlevé, il y a des coups d'état un peu partout qui éclatent. Donc voilà, le Maroc, on est encore sous le capot. Pas forcément dans le bon sens, mais il en a quoi. En fait, le Maroc va mettre pas mal de temps avant de devenir un pays un peu stable, et il a réussi à le devenir grâce à une politique de privatisation des entreprises. Politique qui va permettre aux comptables proches du pouvoir de prendre d'assaut des entreprises. La France va même remettre un pied dans le pays en achetant des hôtels ou en s'installant sur le territoire, et même en créant des entreprises. Comme Ubisoft par exemple, il y a une branche Ubisoft Casablanca qui a bossé au Maroc. Bon, ça a fermé récemment, mais ça a quand même pu faire quelques jeux Rayman. Et Ubisoft, c'est pas rien, hein, ils sont quand même responsables de ce banger. Si mes proches m'écoutent, j'aimerais que cette musique soit jouée à mon enterrement. Le Maroc s'est développé en ouvrant ses frontières aux investisseurs, et encore aujourd'hui, le Maroc jouit de cette ouverture au monde. Montagne et désert. Enfin... Et bon, non, en vrai, la géographie marocaine est plus complexe que ça, mais c'est quand même surtout des montagnes et du désert. Le Haut Atlas, par exemple, c'est une chaîne de montagnes qui culmine à 4000 mètres de haut, et au sud du pays, il y a le Sahara. Voilà. Montagne et désert. Mais en revanche, le Maroc, c'est aussi des villes très peuplées, mais pas forcément toujours celles qu'on croit. Hein. Rabat, par exemple, c'est juste la 7ème ville la plus peuplée, malgré son statut de capitale. C'est nul! Même Marrakech n'est pas si peuplé que ça, hein, avec moins d'1 million d'habitants, à l'inverse de Casablanca, et c'est 3 millions. Mais de manière générale, les villes marocaines sont assez différentes les unes des autres. Marrakech, c'est la ville touristique par excellence qui est bourrée de monde, et dans laquelle tu peux rien faire en été tellement il fait chaud. Casablanca, c'est sympa quand t'es PDG en voyage d'affaires avec du fric. Et enfin, il y a Rabat. Rabat. Oui, le bord de mer est à côté. Ni trop chaud, ni trop froid. Le tourisme culturel. Rabat. Marrakech! Marrakech et ses gens trop nombreux! Marrakech et ses gros pigeons tueurs! Je roucoule! Marrakech et ses quartiers générés par intelligence artificielle! Oui, d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais cette vidéo est sponsorisée par l'Office du tourisme de Rabat, ainsi que par l'association des gens qui sont contre Marrakech, qui est en fait l'Office du tourisme de Rabat. Le Maroc, c'est aussi des animaux symboles du royaume, comme le cerf de Barbarie, l'écureuil de Barbarie, le macaque de Barbarie, ou le dromadaire qui n'est pas du tout de Barbarie, ce nul. Il y a aussi les animaux menacés d'extinction comme le renard de Ruppel qui est très rare et apparemment très malade, ou le serval qui ressemble à ce qu'une mauvaise IA pourrait faire si on lui demandait de faire un guépard. J'ai fait un guépard! Il y a aussi des animaux vachement plus dangereux comme l'Eryx jaculus, qui est un serpent sous-genre du boa, qui a la particularité de cracher du feu et de sentir le savon. Oui, là j'ai n'importe quoi parce que de toute façon vous avez arrêté de m'écouter à partir du moment où j'ai dit jaculus. Et en fait, ces animaux protégés sont assez importants parce que le Maroc a perdu beaucoup d'animaux endémiques, surtout à cause des activités humaines. C'est le cas du lion de l'Atlas, dont le dernier abattu remonte à 1943, de même que l'ours de l'Atlas. On aurait pu avoir un territoire! Pour répondre à la fameuse question, c'est qui est le plus fort entre le lion et l'ours? Mais non! Il a fallu que l'humain fasse de la merde, comme d'habitude! Mais le Maroc s'intéresse depuis récemment à la question écologique. Le roi actuel Mohamed VI a même créé une police de l'environnement et encourage le développement de l'énergie solaire dans le pays. Allons voir à l'avance, revoir à l'avance nos ambitions dans le domaine des énergies renouvelables. La dernière réunion qui a été présidée par Sa Majesté nous a demandé de revoir à la hausse, au-delà de 42% en 2021, 52% en 2030, parce qu'on a bien remarqué que la dynamique qui a été enclenchée dans notre pays nous a ouvert d'autres horizons
et nous a demandé même de voir d'autres sources d'énergie renouvelable, par exemple, mais il y en a d'autres. Je suis convaincu que le domaine des énergies renouvelables connaît des mutations qui sont semblables à ce que s'est passé, à ce que se passe dans tout ce qui est numérique et télécommunications. Donc on a des possibilités pour développer d'autres sources d'énergie renouvelable et on a des possibilités pour aller vers d'autres territoires pour développer les énergies renouvelables solaires et éoliennes. Il faut bien que les 60 degrés à l'ombre de Marrakech soient rentabilisés. Tout ça avec le fait que le Maroc a un des réseaux ferroviaires les plus développés d'Afrique. Et ça, c'est une très bonne chose quand on veut aller quelque part. Comme par exemple, aller au hasard, Rabat. Gastronomiquement, j'ose le dire, le Maroc met une vitesse à tous les pays d'Afrique. Oui, même toi, parce qu'on parle quand même de tagine, de couscous, des plats que tout le monde connaît et que même ta grand-mère islamophobe kiffe bien en vrai. Genre, ça va quoi. Gordon Ramsay a révélé que plus de 2,5 millions de votants ont couronné la cuisine marocaine avec une majorité écrasante de 60%, laissant le Mexique en deuxième position. C'est des plats rassurants, conviviaux, chaleureux. Et d'ailleurs ça aussi, en fait c'est un peu une culture marocaine. La plupart des plats sont agrémentés d'épices dont les Marocains sont très friands. D'ailleurs si tu fais goûter un couscous sans épices à un Marocain, il vomit, il explose et il meurt. Et pas forcément dans cet ordre en plus. Cumin, cannelle, safran, bref des épices qui mettent beaucoup plus de saveur au plat que ton poivre moulu Leclerc. Non franchement au Maroc on mange bien. Sauf si t'es pauvre j'imagine. Et quand vous mangez, vous pouvez aussi avoir une petite ambiance musicale typiquement marocaine. Le raï, qui n'est pas qu'une chaîne italienne, c'est aussi un genre musical tout comme l'arfa, l'argada ou l'alaoui. De manière générale, le Maroc c'est un pays très tourné vers la culture musicale. Moi, par exemple, j'avais une fille marocaine dans ma classe au collège. Elle chantait hyper bien. C'était vraiment très intéressant. Et en fait, il n'y a que la musique marocaine qui s'exporte assez bien à l'international parce que le cinéma marocain ou la littérature marocaine, c'est encore réservé à un public de niche assez élitiste. À l'exemple de Rachid, spécialisé dans la fabrication d'armes fictives pour le cinéma. Rachid travaille à partir de moulage. Son atelier tient à la fois de la caverne d'Ali Baba. Oh, c'est une vanne? Même au niveau des acteurs marocains, c'est souvent des gens qui ont la double nationalité française et qui ont surtout fait carrière en France, comme Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, Souad Amidou ou Roland Giraud qui est né à Rabat. Mais le sport! J'aime tous les sports. Hichem El Guerrouj est détenteur du record de 1500 mètres. Mustapha Laksem est 8 fois champion du monde de kickboxing. Et que dire de l'équipe marocaine qui a inspiré toute une génération de Marocains et même une génération de Français qui nous a fait rêver pendant plusieurs années. Je parle, bien sûr, de l'équipe marocaine de pétanque et de football aussi. Surtout le foot. En 2022, le Maroc réalise l'exploit d'aller jusqu'aux demi-finales d'une Coupe du Monde, le premier pays africain à le faire. 16 ans après avoir été le premier pays africain à atteindre les huitièmes de finale. En 2022, le Maroc réalise cet exploit grâce à Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Sofiane Amrabat, Romain Saïs, et tous les gens que j'ai cités sont pas nés au Maroc. En fait, l'équipe de foot du Maroc est un peu comme l'équipe de foot d'Algérie ou de Tunisie, c'est-à-dire composée de joueurs ayant la double nationalité marocaine grâce à leurs parents ou grands-parents, mais sans être nés au Maroc. À la Coupe du Monde 2022, c'est 14 joueurs marocains, donc plus de la moitié de l'équipe qui n'étaient pas nés au Maroc, la plupart venant de France, d'Espagne, de Belgique ou des Pays-Bas. Et si vous trouvez que c'est pas super important comme info, en fait ça l'est beaucoup plus que vous le croyez. Si on prend le cas de Hakim Ziyech, qui était considéré comme la future star du football néerlandais, aussi star que peut être un footballeur néerlandais qui joue en Turquie, en fait le fait qu'il choisisse de jouer pour le Maroc a fait couler beaucoup d'encre dans la presse. Les journalistes néerlandais ont vécu ça comme une trahison et l'inverse existe aussi. Si on prend le cas de Dries Boussata, lui il a choisi de jouer pour les Pays-Bas et il s'est fait insulter par des supporters marocains quand il a été titularisé. Mais après, Boussata a eu raison étant donné sa folle carrière de 3 matchs avec l'équipe néerlandaise, avant de jouer pour le Maroc. Pour 2 matchs. Ça valait le coup, hein. La diaspora marocaine est très importante en Europe, plus que n'importe quel autre pays du Maghreb, et donc la question se pose souvent de savoir quel joueur va jouer pour quelle équipe. Et surtout, le choix à chaque fois sera décrié. Forcément, c'est rageant de payer une formation à un joueur dans un pays et qu'il joue avec l'équipe de jeunes de son pays de naissance pour rejoindre l'équipe nationale du pays de ses parents. Mais de l'autre côté, c'est rageant pour le Maroc qui n'a pas forcément les moyens ni les infrastructures pour avoir des joueurs aussi performants que ceux qui ont une formation dans un pays européen qui a plus de budget.
et donc c'est normal qu'il compte aussi sur sa diaspora. Et c'est d'ailleurs justement grâce à cette diaspora que le Maroc peut rayonner à travers le monde. Culturellement, le Maroc occupe une place très importante en Afrique et dans le monde arabe. D'ailleurs, la majorité du soft power arabo-musulman vient en réalité du Maroc, ou alors il y a fortement contribué. La raison principale, c'est que la culture marocaine, aussi arabo-musulmane soit-elle, est assez proche des cultures européennes du Sud, comme l'Espagne ou le Portugal. C'est sûr que c'est pas pour la politique, hein. Putain, mes transitions sont de plus en plus nulles. Dans l'histoire du pays, c'est 5 partis qui dominent. Le Rassemblement National des indépendants de centre-droit, le mouvement populaire de droite et le parti l'Istiklal de droite. Et à gauche, on a le parti de l'authenticité et de la modernité, ainsi que le parti socialiste des forces populaires. Mais tout ça, on s'en fout. Non, ce qui est important au Maroc, c'est Mohamed VI. Mohamed VI, c'est pas n'importe quel larron. Déjà, c'est le roi du Maroc et c'est donc l'homme le plus important pour le pays. Mais pas que. Mohamed VI a bien appris l'histoire de son pays et sait très bien que le Maroc est plus fort lorsqu'il se tourne vers ses alliés du Nord, les pays européens. Son rôle, c'est d'être le meilleur allié de l'Occident, ainsi qu'un poids de taille pour ses pays sur la zone africaine. Il n'a pas forcément un rôle très visible, et c'est justement pour ça qu'il plaît à l'Europe. Tout ce qu'il fait, c'est autoriser le survol du Maroc pendant les périodes de guerre, empêcher l'immigration africaine vers les pays européens, bref, un rôle de coulisses qui est très apprécié par nos politiques. En échange de cette coopération, les pays européens acceptent de fermer les yeux et de ne pas fourrer leur nez dans les affaires marocaines. Parce que oui, hein, le Maroc n'est pas très blanc sur certains sujets. L'ONG marocaine sur les droits de l'homme, par exemple, recense une augmentation des prisonniers politiques et des actes de torture. Ce qui, généralement, n'est pas un très bon indicateur. Et apparemment, poser une question au roi, ça ne se fait pas. Majesté, le Maroc a-t-il proposé l'argent à deux journalistes français? Ça va pas quoi. Non, ça va. Mais les pays européens ferment aussi les yeux sur un autre sujet, la question du Sahara occidental. C'est une région qui voudrait être indépendante, mais qui ne l'est pas, car le Maroc revendique son autorité sur elle. Mais il y a quand même quelques pays qui reconnaissent le Sahara occidental au niveau international. La plupart des pays qui reconnaissent le Sahara occidental sont des pays qui pèsent pas grand chose sur la scène internationale. Par contre, d'autres pays refusent de reconnaître l'indépendance de cette région, et ils sont, comme par hasard, pour la plupart, des pays occidentaux. C'est parce que l'alliance très discrète avec le Maroc comprend cette non-reconnaissance. Politique, magouille, complaisance, arnaque, droits de l'homme... Camoulox. Le Maroc n'aime pas trop qu'on l'emmerde sur les affaires internationales, surtout quand ça concerne son pays, et donc c'est pour ça qu'il a toujours cette bonne alliance avec les pays occidentaux. Les pays occidentaux qui généralement ont toujours la fâcheuse habitude de dire que les droits de l'homme c'est important, après ils vont faire la leçon à des dictateurs africains, voilà, le Maroc a pas trop envie de ça quoi. Et en plus, cette alliance, c'est du donnant-donnant, parce que grâce à cette alliance, le Maroc peut continuer à briller sur l'international. Ça fait partie des pays africains qui ont une très bonne image en Occident. Beaucoup d'Occidentaux y viennent pour le tourisme. Et d'ailleurs, c'est aussi un peu grâce à Mohamed VI. Mohamed VI a très bien compris que s'il voulait que son pays continue à rayonner et continue d'être important internationalement, il fallait continuer à sourire au monde, quitte à aussi décider que les pays occidentaux doivent devenir des alliés importants. Et les meilleures alliances, ça passe par des compromis entre pays. Tout ça pour dire que le Maroc c'est un chouette pays. En tout cas beaucoup plus chouette que la section commentaire de cette vidéo.